Bonsoir à tous, bienvenue à la une de ce journal. La sécurité alimentaire et l'autonomisation de jeunes au cœur d'un atelier de formation à Mouila dans la province de Langounié, un programme bénéfique pour les jeunes en quête d'emploi. Et puis valoriser la mode africaine, c'est l'objet de la 16e édition de l'Afrique Fashion Week à Abidjan, Côte d'Ivoire. 36 stylistes, 60 mannequins venus de plusieurs pays étaient présents à ce rendez-vous culturel. Nous débutons ce journal avec la découverte des corps au large des côtes entre le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Nigeria. D'après un communiqué des autorités gabonaises, une mission d'identification des corps a été dépêchée sur place au Cameroun. Maya Meza nous fait le point. Selon les informations communiquées par les autorités locales du Cameroun, les corps ont été récupérés par le navire espagnol et 3 patrouilles de la marine camerounaise. Les dépouilles ont ensuite été transportées à bord du CNS puis Fenda, navire de la marine camerounaise, qui a accosté à Lembe aux environs de minuit. Les corps ont été remis aux autorités administratives judiciaires. Le gouvernement gabonais a reçu l'information par voie diplomatique selon laquelle des corps flottants dans les eaux situées entre le Cameroun, le Nigeria et la Guinée équatoriale ont été découverts le 18 mars 2023 en début d'après-midi. Le gouvernement a diligenté une mission d'identification des corps retrouvés en collaboration avec les autorités camerounaises. La délégation gabonaise est composée des experts des départements de la Défense nationale, de l'Intérieur, des Transports et des Affaires étrangères afin de vérifier qu'il s'agit bien des corps en lien avec le naufrage du bateau Esther Miracle de la compagnie Royal Coast. Et, le cas échéant, établit les modalités de rapatriement de ces corps. Selon les premières analyses effectuées en mer au Cameroun, il semblerait que tous les corps soient ceux des ressortissants gabonais décédés lors du naufrage du navire Esther Miracle. L'ambassadeur du Gabon au Cameroun, Patrick Bifo, est d'ailleurs actuellement à Lembe, ville anglophone et balnéaire du Cameroun, avec une forte délégation de haut niveau partie de Libreville pour tenter d'identifier les corps. Toujours en rapport avec le naufrage du bateau ferry Esther Miracle, le commandant à bord, encore appelé le capitaine, est chargé de la sécurité de l'expédition marine. Quelle est sa responsabilité en cas d'accident tel qu'un naufrage? La réponse à cette question dans cet élément signé Estelle Amvan. Il ne s'agit pas d'un mythe, mais d'un concept et une tradition maritime où le capitaine de navire détient la responsabilité ultime pour son bateau et ses passagers et mourra en essayant de les sauver. En pratique, le capitaine sera la dernière personne à quitter le navire vivant avant son naufrage ou sa destruction, et s'il ne peut évacuer ses passagers ou son équipage, le capitaine n'évacuera pas non plus. Sur ce fondement, en droit maritime, la responsabilité du capitaine de son navire est primordiale quel que soit son état. Abandonner un navire a donc des conséquences légales, y compris dans la nature des droits de renflouage. Dans de nombreux pays, l'abandon du navire en détresse est considéré comme un délit et peut être puni d'emprisonnement. La peine varie de 6 mois d'emprisonnement pour le capitaine qui abandonne le navire sans l'avis des officiers et maîtres d'équipage à 2 ans d'emprisonnement pour tout capitaine qui, avant d'abandonner son navire, néglige d'organiser le sauvetage de l'équipage et des passagers et de sauver les papiers de bord, les dépêches postales et les marchandises les plus précieuses de la cargaison. La même peine est applicable au capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, ne reste pas à bord le dernier. L'un des exemples est celui du naufrage du Costa Concordia en 2012. Les autorités italiennes ont arrêté le capitaine Francesco Schettino pour pouvoir enquêter sur son éventuelle responsabilité, le naufrage ayant fait des victimes. Le fait qu'il ait abandonné son navire au milieu du naufrage jouant fortement en sa défaveur. Le capitaine d'un navire a également le devoir d'assistance en mer. Il s'agit là de l'obligation faite au chef de bord d'un navire d'aller porter secours à toute autre embarcation en détresse qu'il aperçoit. Toutefois, avant d'engager toute procédure d'assistance, il doit nécessairement évaluer les dangers et faire une estimation du risque que l'opération représente pour son navire et son équipage. En dehors de cette exception, le refus d'assistance à un navire en danger peut engendrer des poursuites pénales.
Au chapitre de la célébration de journée mondiale, on parle aujourd'hui de la célébration de la journée internationale de la francophonie célébrée ce 20 mars. À cette occasion, Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, a prononcé une allocution. Je vous propose de suivre un extrait. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, en cette année 2023, vous qui, à travers la langue française et les langues nationales, faites vivre vos créations dans le monde entier, y compris dans le vaste univers numérique, vous devez pouvoir vivre et bien vivre de votre art. Vous méritez toute l'attention des pouvoirs publics, des groupes privés, des organismes de coopération et de financement, car vous êtes porteurs de la riche diversité culturelle de notre espace francophone et surtout de l'immense créativité de sa jeunesse. Vous méritez toute notre attention parce que le dynamisme dans les industries culturelles contribue et devrait contribuer encore davantage dans tous nos pays à la croissance économique et à l'emploi. Vous méritez d'être mieux accompagnés pour participer aux grands rendez-vous culturels internationaux, pour vous mettre en réseau. Un défi qui nous appartient à tous de relever. Nous sommes 321 millions de francophones. Il y a des milliards de contenus culturels dans les livres, dans les théâtres, dans les salles de concert, dans toutes sortes de nouveaux lieux de diffusion et encore plus sur les écrans et dans le numérique. Ils n'attendent qu'à exister davantage, à vivre davantage, à être plus commentés et plus largement partagés. Alors, ce 20 mars 2023, plaçons la diversité des cultures francophones au cœur des célébrations. Autre célébration aujourd'hui, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire sous le thème « Sois fier de ta bouche », occasion pour les professionnels de la santé bucco-dentaire de promouvoir une attitude à l'égard des soins bucco-dentaires. Chimène Nindon nous en dit plus dans ce reportage. Selon l'Organisation mondiale de la santé, des milliards de personnes sont chaque année affectées par des maladies bucco-dentaires. La Fédération dentaire internationale a exhorté les gouvernants et les organismes de santé mondiaux à accorder la priorité à la lutte contre les maladies bucco-dentaires. La santé bucco-dentaire, qu'est-ce que c'est? C'est la bouche et l'ensemble de l'intérieur de la bouche, qui comprend bien sûr les dents, les tissus, la langue, les joues, les glandes salivaires, les tissus. Donc c'est la santé bucco-dentaire, c'est l'ensemble de ce qui se trouve dans la bouche. Une bonne santé bucco-dentaire est un élément vital de la vie quotidienne, tant en termes de santé physique que de bien-être mental. Ce qui peut justifier le thème de la présente édition « Sois fier de ta bouche ». Il faut qu'on soit toujours fier de notre bouche. C'est-à-dire que les dents et la bouche nous accompagnent toute notre vie. C'est la porte d'entrée de notre survie. Il faudra s'en occuper. C'est des joyaux que Dieu nous a donnés, et puis l'être humain a. Notre sourire et puis la façon d'ouvrir la bouche et tout ça, c'est esthétique, il faut qu'on soit fier de ce qu'on a, c'est-à-dire que ça s'expose vers l'extérieur, vers les gens, en parlant, en souriant, en faisant des grimaces et tout. La mauvaise haleine fait partie des maladies bucco-dentaires dues à plusieurs causes. Ça vient des infections de la gencive, des infections de osso, ou bien d'infection de la dent, parce que la dent, quand elle est infectée, quand il y a mortification dentaire, c'est-à-dire le nerf, le pulpe, ça dégage énormément d'odeurs. Les caries dégagent des odeurs. Le tartre aussi dégage des odeurs. Une santé bucco-dentaire est essentielle pour respirer, manger, parler et rire. Lorsqu'une maladie bucco-dentaire n'est pas traitée, elle peut avoir de graves répercussions sur les perspectives sanitaires et sociales d'une personne.
190 millions d'enfants dans 10 pays d'Afrique exposés au manque d'eau potable. C'est ce que révèle l'analyse de l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Leslie Nanaka nous fait le récit. Selon une nouvelle analyse de l'UNICEF, 190 millions d'enfants dans 10 pays d'Afrique sont les plus exposés à la convergence de 3 menaces liées à l'eau, notamment l'assainissement, l'hygiène adéquate, les maladies connexes et les aléas climatiques. Il s'agit du Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et la Somalie. Bon nombre de ces pays, touchés par cette triple menace, en particulier au Sahel, sont également confrontés à l'instabilité et aux conflits armés. D'après le directeur du programme de l'UNICEF, Jonsei Wijesekera, l'Afrique est confrontée à une catastrophe hydrique alors que le choc climatique lié à l'eau s'intensifie à l'échelle mondiale. Nulle part ailleurs dans le monde, les risques ne cessent de s'aggraver aussi rapidement pour les enfants. Dans ces pays, près d'un tiers des enfants n'ont pas accès à la quantité nécessaire d'eau potable pour subvenir à leurs besoins domestiques. Ils supportent le plus lourd fardeau des décès dus à des maladies causées par le manque d'eau, d'assainissement et d'hygiène adéquate. Cette analyse de l'UNICEF précède la prochaine conférence des Nations Unies sur l'eau qui se tiendra à New York du 22 au 24 mars prochain. Ce 20 mars marque également la célébration de la Journée internationale du conte. Au Gabon, quelques activités ont été organisées à cet effet à l'université Omar Bongo de Libreville. Chimène Indon était sur les lieux. Patrimoine culturel constituant également un patrimoine linguistique pour les peuples, le conte est l'une des anciennes formes de communication essentielles à la préservation de la culture et des traditions. Il transmet entre autres la mémoire sociale et contribue au partage des connaissances et savoirs en vue d'un épanouissement individuel et collectif pour une société forte et ouverte. Mythes et environnement, c'est le thème retenu par la Fédération gabonaise des conteurs pour s'adapter aux questions de l'heure. Aujourd'hui, on parle plus d'environnement et donc nous avons voulu effectivement associer le conte à cette lutte-là, qui est celle de la conservation de l'environnement. Le Gabon étant leader, on le sait, dans cette préservation de cet écosystème forestier. Et donc les conteurs doivent aussi prendre conscience de l'importance de conserver cet environnement, mais aussi de jouer leur rôle. Mythe pour ce qui est du domaine du conte, le conte relève du mythe, et donc l'environnement, l'apport du mythe dans la conservation de l'environnement. Dans un pays qui suit les vagues de la mondialisation comme le Gabon, le conte occupe-t-il toujours une place de choix? Le conte continue justement à garder sa place aujourd'hui. Le conte garde sa place. Le conte, aujourd'hui, on a l'impression qu'il est un peu relié au second plan. Heureusement qu'avec l'arrivée de la néo-oralité, il y a eu la naissance du néo-contage avec des conteurs contemporains, urbains, dans ce conte-là qui utilisent une langue qui est un peu plus accessible à tous, notamment la langue française, n'est-ce pas, pour mieux passer ou bien pour mieux communiquer. Jeunesse gabonaise et conte, quel regard? Oui, les jeunes s'y intéressent. Il suffit simplement qu'on mette à leur disposition un certain nombre, de possibilités d'être en contact. Le souhait de Michel Pécoin est que les autorités aient un regard particulier sur ce art en l'intégrant, pourquoi pas, dans le programme scolaire, car le conte joue un rôle dans le développement de l'éveil de l'enfant. La page étrangère de ce journal, on part en Côte d'Ivoire où s'est tenue ce week-end la 16e édition de l'Afrique Fashion Week. Cet événement qui met en valeur la créativité et la diversité de la mode africaine a réuni 30 stylistes et 60 mannequins venus du continent. Sidela Niman nous en dit un peu plus. Des tenues plus originales les unes que les autres se sont succédées sur ce podium. Abidjan, la capitale ivoirienne, a accueilli la 16e édition de l'Afrique Fashion Week, un événement qui promeut et célèbre la mode et le design africain. Les événements de cette semaine ont mis en valeur la créativité et la diversité de la mode africaine, mettant en évidence l'utilisation de textiles, de couleurs et de motifs traditionnels, ainsi que des designs innovants qui mélangent les styles modernes et traditionnels. C'est une plateforme
pour apprendre, pour nous autres qui voulons intégrer dans ce milieu de la mode, d'abord apprendre à travers les défilés de mode. Donc nous voyons ce que les autres créent et à travers ça, bien sûr, nous en inspirons. Et puis pour nous aussi d'échanger avec d'autres stylistes, d'autres modélistes et bien sûr de se faire connaître. C'est une occasion pour un peu plus de visibilité, quoi. Depuis près de 10 ans, à l'instar des Fashion Week de New York, de Paris ou de Milan, les semaines de la mode sont de plus en plus prisées sur le continent et assurent aux stylistes africains un rayonnement international. Lagos, Accra, Johannesburg et Abidjan sont les villes africaines qui ont déjà accueilli ces semaines de la mode africaine. Ces événements offrent une plateforme aux créateurs de mode et mannequins africains pour présenter leur travail et entrer en contact avec des professionnels de l'industrie, des acheteurs et des clients. C'est une opportunité pour moi de faire plusieurs rencontres avec les stylistes, connaître plusieurs modèles et créateurs et aussi participer à cet événement a été une grande joie pour moi et ça me permet de valoriser mon travail que vous voyez en ce moment. Aujourd'hui, nous pensons que la mode, le secteur de la mode est pourvoyeur d'emplois et peut absorber donc un grand nombre de jeunes en quête d'emploi. La semaine de la mode africaine est un rendez-vous pour la promotion du design Made in Africa qui crée des opportunités pour les créateurs d'accéder aux marchés mondiaux et de développer leurs activités. En parallèle à l'Afrique Fashion Week, s'est tenue une exposition pour permettre aux stylistes et maisons de couture de présenter leurs nouvelles collections. Retour au Gabon, à l'intérieur du pays, crime passionnel à Oyem, un beau-fils désabusé par l'infidélité de son épouse, mais fait au jour de sa belle-mère au village Medouneux et Faek, Abitam. Les faits dans ce reportage de Maya Meda sur les photos de notre correspondant au Wellington, Curtis Nzeuba. Un beau-fils traumatisé et outré par l'infidélité et la complicité de sa belle-mère, qui soutenait et protégeait sa fille, qui entretenait des relations amoureuses secrètes avec ses amants dans les villages voisins. Pendant que cette dernière était toujours mariée à M. Nguema Jean-Clair, que sa femme affirmait ne plus aimer. D'après les propos de l'assassin, qui affirme avoir plusieurs fois interpellé sa belle-mère sur le comportement de son épouse et mère de 3 enfants. Afin de trouver gain de cause et satisfaction, Jean-Clair a décidé ce jour-là d'abattre froidement sa belle-mère et pris fuite avec tous ses enfants. Ce dernier n'a pas hésité à tirer sur les éléments de la police judiciaire de Bitam qui étaient venus en intervention nuitamment. En posant cet acte, l'assassin Nguema Jean-Clair a réussi à atteindre 2 éléments de la police judiciaire. Un a reçu un plomb au niveau de l'abdominal et l'autre une dizaine de plombs au même moment. L'assassin, après son acte, s'est réfugié dans son village natal où les éléments de la gendarmerie du peloton d'Oyem ont réussi à neutraliser M. Nguema Jean-Clair en image ici avec le concours des habitants du dit village. Ramené dans les locaux de l'antenne de la DGR d'Oyem, Jean-Clair reconnaît simplement son acte. Toujours à l'intérieur du pays, à Mouila, la salle polyvalente du lycée technique de cette localité a servi de cadre ce lundi à la formation sur le renforcement de sécurité alimentaire et l'autonomisation des jeunes de la localité à travers le développement d'une agriculture saine et durable. Le récit est signé Alexandre Mbaundo. Pour rester en phase avec sa politique de redynamisation des centres d'appui technique relevant de sa circonscription, la direction provinciale de l'agriculture a démarré ce lundi à la salle polyvalente du lycée technique de Mouila un atelier de formation de renforcement de la sécurité alimentaire et de l'autonomisation des jeunes à travers le développement d'une agriculture saine et durable. L'atelier de formation théorique en lien avec le renforcement de la sécurité alimentaire et l'autonomisation des jeunes, pour sa première journée, a abordé 3 thématiques qui sont d'actualité. Une thématique sur la production de matériel végétal en lien avec le bananier par la méthode de PIF, entendez par là plan issu de fragments de tige. La seconde thématique sur la multiplication de matériel végétal de manioc par la méthode de micro-bouturage. Et une grosse thématique qui est celle de la création et la gestion d'exploitation de cultures maraîchères. Et là, on aura plusieurs modules, la rotation des cultures,
la production de biopesticides, parce qu'il est question désormais d'aider notre environnement qui s'essouffle de plus en plus en utilisant des intrants. Conscients de l'importance de l'agriculture dans le processus de développement du pays, les jeunes de Mouila ont répondu à l'appel de la direction provinciale. La formation que nous avons débutée ce matin est indispensable pour nous, jeunes entrepreneurs agricoles, parce qu'aujourd'hui, il est question de faire de l'agriculture un autre métier, un vivrier d'emploi. Et pour mieux le faire, il faut déjà avoir des techniques de multiplication de semences, donc notamment des boutures de manioc et des rejets de bananes. Alors aujourd'hui, nous avons appris des belles techniques qui nous permettront de faire à grande échelle les productions bananières et les productions de manioc. Rappelons que le Gabon dépend encore beaucoup des exportations et tente actuellement de réduire sa dépendance au pétrole à travers le plan d'accélération et de transformation. Cette formation vient donc à point nommé car au-delà de trouver des sources de revenus à ces jeunes, elle permet également à ces derniers de nourrir sainement leur famille. Et puis en sport, on parle basketball, le clap de fin de la Ligue, du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Langounié. Hier, au gymnase Omar Bongo, Ondimba de Mouila, deux équipes ont su tirer leur épingle du jeu. On découvre tout cela avec Herman Malaga Moussavou. Ngouambila Basketball face à la formation d'Olam Basketball était l'affiche de cette finale. Dominateur sur le plan technique et athlétique, Ngouambila ira à la fin des deux premiers quart-temps avec une légère avance, 24-23. À l'entame du troisième quart-temps, Olam Basketball va miser sur l'expérience en corrigeant sans cesse les erreurs commises par l'adversaire. À la fin du quatrième quart-temps, 36-37 au tableau d'affichage pour Olam Basketball. Le coach vainqueur, Aimé de Olam Basketball, s'exprime. C'est le résultat d'un travail long haleine. Depuis 2 ans, nous travaillons d'arrache-pied pour essayer d'être champion de l'Angoulé. Et ce soir, nous venons de concrétiser ce travail. Donc, encore une fois, félicitations à mon équipe, à mon entreprise et la Ligue de basket de l'Angoulé qui fait quand même son effort pour mieux organiser les choses. Je suis vraiment content. Tout en saluant la performance de ses joueurs et confiant pour l'avenir, le coach de Ngouambila réalise qu'il y a encore du travail à faire. Bon, ce que je peux dire, c'est un sentiment de satisfaction. Les jeunes se sont donnés quand même à fond. Mais comme vous le dites, beaucoup reste à faire. Donc dans la maturité et plus d'expérience et tout, ils pourront quand même à l'avenir faire mieux. Le président de la Ligue, quant à lui, tire également satisfaction de l'organisation de cette coupe provinciale. Je suis ravi d'organiser la finale de la coupe de Langounié, coupe de la Ligue de basketball de Langounié. Et nous sommes à la fin de la dernière journée et je suis tellement ravi. Au-delà du résultat, c'est la province entière qui salue la performance de Olam Basketball, qui représentera la province de Langounié lors de la prochaine Coupe du Gabon de basketball chez les messieurs à Port-Gentil. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir regardés. À demain, 20h.